RMC et BFM TV. Et cette question ce matin, que va faire la Russie? Bonjour Vladimir Fedorovski. Merci d'être dans ce studio ce matin pour répondre à mes questions. Quel plaisir d'être à côté de vous. Merci, vous êtes ancien diplomate russe. Russie, vous êtes auteur russo-ukrainien d'ailleurs. L'Ukraine a accepté... Le plus édité en Europe, et j'ai sorti beaucoup de livres, et notamment Dialogue entre Staline et Poutine qui marche de tonnerre, mais je vais vous faire un cadeau. Je vais sortir le mois prochain, et j'ai pas annoncé ça, le livre explosif qui est Trump, Poutine et Ivan le Terrible. La psychologie de Poutine, les faces cachées de ça et les références historiques de Vladimir Poutine. C'est exactement ce dont on a besoin ce matin, je dois vous le dire, Vladimir Fedorovski, puisque hier, cette déclaration commune des Américains et des Ukrainiens, l'Ukraine a accepté une proposition américaine pour un cessez-le-feu immédiat de 30 jours et de prendre des mesures pour rétablir une paix durable après l'invasion russe. La balle est dans le camp russe, voilà ce que disent les Américains et les Ukrainiens. Est-ce que Vladimir Poutine peut accepter les termes de ce cessez-le-feu? C'est très difficile à dire. La question que Poutine, il va parler, d'après mes informations, ce soir ou demain matin, avec Trump, demain matin, sur les heures américaines, avec Trump, la clé est tout d'abord militaire. On ne sait pas ce qui se passe, on ne dit pas ici assez, mais à Kursk, la situation est dramatique. Là-bas, dans la région de Kursk, je pense qu'aujourd'hui, dernière ville que les Ukrainiens ont pris, il est en train d'être pris par les Russes. Ça change la donne sur le plan militaire et il y a une pression de la part des militaires de continuer. Ça veut dire que dans les toutes prochaines heures, sur le terrain, et on le voit bien, hein, les combats continuent, à la fois les drones ukrainiens qui ont été envoyés sur Moscou, on y reviendra dans un instant, et effectivement, Kursk, je rappelle à ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, Kursk, c'est la plus grande avancée ukrainienne en territoire russe, et elle est en passe d'être perdue pour les Ukrainiens, les Russes qui sont en train de reprendre peut-être le contrôle de Kursk, voire même d'encercler les soldats ukrainiens sur le terrain. Mais ça, c'est déjà plié. Et ça, ça c'est complètement... C'est plié. Ah, c'est plié, ça c'est sûr. Vous savez, je vais vous dire, je dis souvent, vous ne mentez pas, mais vos collègues parfois, ils prennent leur désir pour les réalités et je leur dis, faites attention, parce que tout est vu dans l'espace. Et aujourd'hui, je regardais ce qui se passe dans l'espace. Aujourd'hui, ce matin, avant de venir. On connaît, il y a les choses pittoresques, ils sont entrés dans le pipeline, mais ça c'est côté pittoresque, l'affaire est pliée, mais même d'une manière plus générale, la situation là-bas est dramatique. C'est pas la première fois que les Ukrainiens, quand il y a la situation dramatique, ils acceptent pas. Mais il ne faut pas sous-estimer ce qui s'est passé. Ça veut dire que, Vladimir Fedorovski, vous nous dites ce matin qu'au fond, vu d'Europe, on a tendance à maximiser les avancées ukrainiennes et à minimiser les victoires russes? Non, vous savez, je vais vous dire, il y a le narratif qui était donné pendant longtemps, pendant les néoconservateurs américains, vous les avez repris. Mais je vous signale, pas vous, je vous félicite d'ailleurs, mais franchement, il y a certains de vos collègues qui, humainement, racontent les choses. Et moi, je suis parfois trop poli. Je me reproche, j'ai dit, j'aurais dû leur faire, quand ils ont raconté sur beaucoup de choses, sur l'économie, etc. Il ne faut pas prendre ces désirs pour la réalité. Disait l'homme le plus populaire en Russie parmi les Français, c'est Napoléon. Ne pas prendre, quand il a analysé son échec en Russie, il a dit, j'ai fait une erreur de prendre mes désirs pour les réalités et de vendre la peau de l'ours avant de le tuer. Ce qui s'est passé. Vladimir Fedorovski, aujourd'hui, vous le dites, il y aura une conversation entre Donald Trump et Vladimir Poutine dans un moment où les militaires pousse Vladimir Poutine à continuer la guerre? Évidemment, il y a une très grande poussée et je vous signale qu'en même temps, il y a quand même en Poutine un peu de Macron. Il est en même temps. Il dit, c'est une occasion quand même. Les Américains, il y a toute une filière des Américains
qui ont dit, c'est pas seulement Trump, mais c'est le vice-président, c'est maintenant tout le renseignement, toute l'équipe de Trump, il dit que la guerre ne devait jamais commencer et le choix est simple. Et ça, je suis désolé de vous dire, je suis d'accord avec eux, le choix est simple, soit on continue, on livre les armes, etc., soit on trouve le modus vivendi avec les Russes et évite la guerre mondiale. Et je pense que Poutine, il va parler non seulement avec Trump, mais dès que l'affaire sera vraiment annoncée officiellement, il va s'adresser à la nation. En disant, voilà, les Ukrainiens, ils ont essayé de prendre Kursk, ils ont essayé de prendre le nucléaire, etc. Maintenant, l'affaire est pliée et je m'adresse à vous, et peut-être il va faire des gestes en faveur des Américains. Je ne sais pas jusqu'à quel point il peut résister à cette pression qui vient, c'est très intéressant. Mais qui résiste à qui? C'est-à-dire que Vladimir Fedorovski, on a eu l'impression ces derniers jours que c'était plutôt Donald Trump, avec ce volte-face effectivement hier soir, mais Donald Trump, en supprimant l'aide américaine, en la mettant sur pause, l'aide américaine aux Ukrainiens, en les privant du renseignement américain, qu'il a immédiatement rétabli dès hier soir après l'accord. Le chaud et le froid. En faisant cela, il a effectivement soufflé le chaud et le froid. Vous êtes diplomate, vous avez longtemps travaillé, y compris avec des hommes comme Gorbatchev ou en France des présidents français. Vous savez comment ça fonctionne. Mais au fond, le sentiment que ça donnait pour les commentateurs français et y compris pour les politiques européens, c'était que Donald Trump avait donné à Vladimir Poutine tout ce qu'il voulait. Si je vous écoute, vous qui regardez aussi les informations côté russe, vous dites ça n'est pas aussi simple que ça. La Russie également va faire des concessions aux Américains. Évidemment. Et aux Ukrainiens? Ukrainiens? Pas du tout. Et aux Ukrainiens, vous savez, j'ai mené beaucoup de négociations. Je fais une reproche maintenant aux gens d'aujourd'hui. Ils font beaucoup votre métier. Ils font beaucoup de la télé. À la place de la diplomatie. La diplomatie à travers les médias, etc. J'ai travaillé beaucoup avec les choses discrètes, parfois les négociations secrètes. Et je souhaite tellement qu'aujourd'hui, on renoue avec ça. Les négociations, vous savez, j'ai bien connu Kissinger, on a travaillé avec lui, la diplomatie de navette shuttle diplomatie. On renoue avec ça, les concessions seront données, mais ce ne sera pas facile parce que la pression, je vous dis, de la part de l'armée, est bien là, qui dit que le vent est en poupe, que la situation est en train de changer. Je vous ai parlé de la situation là-bas dans la région de Kursk, mais j'aurais pu vous raconter avec les noms, je suis d'origine ukrainienne, avec les noms ukrainiens, comment ça se passe, les choses comme ça. Le problème, c'est que tout le monde joue leur destin. Trump, c'est le prix Nobel. C'est peut-être pas tout de suite le destin, mais s'il réussit, il aura son prix Nobel. C'est ce qu'il souhaite. Voilà, il joue ce destin. Ce destin-là. Il y a aussi les gens autour de lui qui disent que avec les Russes, il y a beaucoup de choses à faire et je tiens à vous signaler que les vraies négociations sont menées par les gens très importants. L'un s'appelle Witkov, c'est un ami de Trump qui a préparé tout ça. C'est les gens qui sont souvent d'origine de là-bas, ils ont arrière-grand-père, etc., de la Russie, et qui veulent renouer avec ça, qui sont très, très importants. Et du côté russe, c'est une nouvelle génération. Retenez son nom aussi. C'est un ami de la fille de Poutine, pas ami sentimental, mais ami proche de ça. Il s'appelle Cyril Dmitriev, et eux, ils mènent des négociations très pointues pour renouer dans les choses dans le domaine économique. Ça, c'est les choses qui existent. Ça, c'est les liens qui se réconcilient entre Amérique et Russie. C'est d'autant plus intéressant de vous entendre, Vladimir Fedorovski, que vous êtes l'un des artisans de la fin de la guerre froide. Vous travaillez à l'époque avec Gorbatchev. Vous vous décrivez vous-même, et notamment dans le livre Poutine de A à Z, comme fossoyeur de la guerre froide, mais aussi écrivain russe le plus édité de la langue française. Ça veut dire que vous avez ce regard des deux côtés, et vous êtes aussi ukrainien par votre père. Vladimir Fedorovski, quand vous nous parlez de ces personnages qui sont des personnages clés du moment que l'on joue, l'Ukraine dans tout ça, est-ce qu'elle peut espérer, au fond on a l'impression quand on vous écoute que ça se joue effectivement désormais entre les Américains et les Russes. Quelles conséquences pour l'Ukraine et quel rôle pour l'Europe? Je vais vous dire, pour l'Ukraine,
je vais parler cette fois-ci avec mon côté ukrainien, parce que mon père était un très grand Ukrainien. Vous savez, c'est lui qui a libéré Auschwitz. C'est un grand héros de la guerre, vous savez. Et je tiens à vous dire, pour l'Ukraine, j'étais toujours persuadé que maintenant, il y a une chance pour l'Ukraine. Il faut que ça s'arrête le plus rapidement possible pour nous tous, mais surtout pour les enfants ukrainiens. Vraiment qu'on s'arrête parce qu'il y a les pertes sont énormes. Et je suis persuadé que si ça s'arrête, l'Ukraine indépendante et prospère peut être reconstruite très vite. Je suis partisan de l'entrée de l'Ukraine le plus rapidement possible dans l'Union européenne. Ça coûtera très cher, mais puisqu'on est dans le désir de changer la donne, peut-être il faudra le faire. Et dans ce cas-là, c'est autour de ça qu'on peut trouver le compromis. Parce que Poutine, il accepte l'idée de l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. En revanche, Trump, il a déjà annoncé, hier dans les négociations, c'était dit plusieurs fois, que la perspective de l'entrée de l'Ukraine en Union... dans l'OTAN dans l'OTAN, c'est absolument irréaliste. Oui. Vous voyez, l'Union européenne et l'OTAN, ça c'est déjà le compromis. En ce qui concerne l'Europe était dans le désarroi. Vous avez raison de souligner ça, parce que vous savez, les négociations se mènent entre les Russes et les Américains, maintenant avec les Ukrainiens, et les Européennes sont un tout petit peu en retrait. Francophile que je suis, je voudrais vous réconforter quand même. Je vous donne l'information. Vous savez, les négociations ont été préparées par les Anglais et surtout par les Français du côté ukrainien. On m'a décrit que la lettre que Volodymyr Zelensky a envoyée à Trump, c'était d'inspiration directement française. Et je dois vous dire, le fait qu'on a renoué ce contact, le président Macron, il a dit « je tiens à travailler pour renouer ce contact après ce désastre ». Vous vous souvenez de la scène complètement surréaliste dans le bureau ovale. De renouer. On a renoué. Alors la diplomatie française a déjà joué sur ce plan-là un certain rôle. Maintenant, la question se pose de quelle manière. La question qui intéresse les Ukrainiens le plus, c'est les questions après d'assurer la sécurité dans le contexte de sécurité. Mais il y a vous avez eu la gentillesse de rappeler mes contacts avec le président Mitterrand et autant quand je travaillais sous Gorbatchev. Vous savez, à l'époque, on a inventé quelque chose de très intéressant. On a inventé la notion des équilibres des intérêts. C'est-à-dire, on prenait chacun en compte et la notion de la sécurité équivalent pour tous. Ça peut donner quelque chose. Bref, maintenant, le choix est simple aussi sur le plan de négociation. On annonce la possibilité de cesser le feu un peu à la coréenne. Moi, je n'y crois pas, franchement, autour de ça. Mais en revanche, je crois beaucoup, et ça, c'est le vice-président Vance qui pousse ça, et puis les gens autour de Trump, Musk, etc., ils poussent en négociation autour de l'idée de neutralité de l'Ukraine dans le style d'accord de l'État de l'Autriche. Et ça, autrefois, ça a joué. Peut-être on s'oriente vers ça. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que quand vous dites vous ne croyez pas à une situation à la coréenne, c'est-à-dire avec deux territoires gelés et une sorte de ligne de démarcation entre les deux, quand vous dites ce serait plutôt l'Autriche, à quoi faites-vous référence? Ça marche comment? Ça marche que chacun puisse avoir des garanties de sécurité. Vous comprenez? Le mot garantie de sécurité n'est pas inscrit dans l'accord d'hier soir. Ce n'est pas inscrit, mais c'est dans la tête des Ukrainiens. Je vais vous dire, la grande concession qu'il a fait hier, Zelensky, c'est justement autour de ces questions de sécurité, puisque ils n'ont pas été posés comme préalable C'était le cas lorsqu'il est arrivé à la Maison-Blanche. Est-ce que ça veut dire que ces garanties de sécurité ne seront pas là, ou est-ce que ça veut dire qu'il espère les obtenir autrement? Mais vous savez, je vais vous dire, les Russes acceptent, il y avait un accord qui était autrefois saboté par les Anglais et par les Américains, les accords d'Istanbul. Vous vous souvenez, juste après le commencement, quand vous m'avez si bien reçu autrefois, au début de la guerre. Au début de la guerre. À l'époque, dans cet accord d'Istanbul, il y avait la notion de garantie de sécurité. Simplement, les notions de garantie de sécurité, c'était pas nécessairement l'envoi des troupes
sur place, parce qu'envoyer des troupes sur place, il y a, je tiens à vous dire, j'ai beaucoup travaillé sur les casques bleus aux Nations Unies, quand j'étais aux Nations Unies. Vous savez, il y a plusieurs solutions. Pour envoyer les casques bleus, il faut avoir l'aval du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité, c'est les Chinois et les Russes, ils vont voter contre. Deuxième chose, il y a, pour envoyer... Ils ont un droit de veto, hein, on le rappelle. Exactement. D'autre part, il y a, pour avoir n'importe quel accord sur ça, sur les forces de maintien de la paix, il faut avoir l'accord de deux parties. Et on est loin de ça. Et si on envoie simplement les forces des Anglais, ils ne veulent plus aller, mais enfin, imaginons que quelqu'un envoie les forces maintenant, les Russes, ils ont déclaré avant-hier qu'ils vont considérer comme un acte de guerre. C'est-à-dire, c'est une escalade de plus. Dans le contexte où, je suis certain, il faut parler plutôt de la paix, et pas de la guerre. Il faut essayer de trouver l'issue. Je pense que le compromis autour de cette possibilité de reconstruire l'Ukraine, de faire de l'Ukraine un trait d'union au centre de l'Europe entre la Russie et comme membre de l'Union européenne d'une part, et d'autre part, des garanties réciproques de sécurité qui étaient prévues par les accords. Et là-dessus, vous êtes plutôt confiant, mais Vladimir Fedorovski, sur quelles frontières est-ce que l'Ukraine va devoir accepter de renoncer à une partie de son territoire? C'est prémonitoire pour le dire. Trump, il a utilisé hier le mot qu'il faut que les Ukrainiens, ils ont accepté d'être réalistes. Qu'est-ce que ça voulait dire? Il voulait suggérer quelque chose comme ça, mais encore une fois... Vous avez décrypté derrière le mot réaliste. Réaliste, vous savez, il a dit réaliste, qu'ils sont pour la paix, ils sont devenus réalistes. Il est prêt à les recevoir, etc. Réaliste, c'est la réalité politique, c'est Kissinger, etc. Mais vous savez, je vais vous dire, il ne faut pas brûler les étapes. J'ai mené des négociations. Les premières choses qu'on peut... Pendant la négociation, ce qui est sûr, que Poutine, il va faire les gestes, ils ont demandé des gestes humanitaires, les échanges de prisonniers. Première chose. Deuxième chose, renouer les contacts. De quelle manière? La question que Poutine pose sur la nécessité de voir, ça pas son affaire en réalité, mais il dit que il va avoir un interlocuteur juridiquement reconnu, c'est-à-dire il est partisan de mener les négociations pas négociations, mais je veux dire les élections en Ukraine. Les élections en Ukraine et la question de l'avenir de Volodymyr Zelensky. Je pense que il ne devrait pas s'en mêler. Donald Trump non plus. C'est pas son affaire. Non, Trump, il est partisan de ça. Vous savez, Trump, il a sa manière de faire, etc. Mais simplement, vous comprenez, ça, c'est une chose... Moi, j'étais hier, vous avez peut-être lu, il y a un article complètement ahurissant de journal le plus pro-ukrainien en Occident, Daily Mail. Ils ont publié l'article en disant qu'il faut que ça change la donne, que les élections soient organisées le plus rapidement possible. Donc si eux-mêmes poussent effectivement pour de nouvelles élections, pour que ce soit un autre homme que Volodymyr Zelensky potentiellement. Mais Vladimir Fedorovski, je voudrais vous poser une question sur le mot menace existentielle. Oui. C'est la phrase qui a été prononcée par Emmanuel Macron lors de sa dernière allocution. Il a dit que la Russie était désormais une menace existentielle, y compris pour la France. Est-ce que vous partagez ce constat ou est-ce que vous estimez que les mots sont trop forts? Vous savez, vous me rajeunissez. Parce que quand j'ai commenté les propos du président, quand j'étais porte-parole de la perestroïka, moi, je suis partisan de trouver quand même les choses, regarder ça d'une manière un peu plus pondérée. Et je vais vous dire sérieusement parlant, dans le contexte actuel, c'est pas le mot guerre qui doit venir. C'est le mot la paix qui doit venir. Mais sur la menace existentielle, est-ce que la Russie est une menace existentielle? Je ne crois pas, non. Vous ne le croyez pas? Pas du tout, pas du tout, voilà. pas du tout, non. Donc pour vous, c'est une expression excessive? Non, c'est pas expression, c'est les pros. Vous savez, j'ai tellement, vous vous souvenez, au début, soutenu le président Macron quand il a essayé de renouer négociation avec ça, que je tiens à vous dire, je pense qu'au contraire, il faut trouver l'équilibre des intérêts avec la Russie, que renouer les contacts avec la Russie est la meilleure chose pour garantir la sécurité de l'Ukraine, je vais vous dire, c'est d'assurer ce qui s'est passé entre Mitterrand et Gorbatchev, trouver vraiment l'Europe de paix,
de sécurité et de sécurité équivalent pour tous, évidemment, pour les Ukrainiens. Merci Vladimir Fedorovski d'être venu nous éclairer ce matin, ancien diplomate russe. Je rappelle les titres de vos livres, Poutine, itinéraire secret, Poutine de A à Z, et le prochain qui sort donc dans 15 jours, Poutine et l'Ukraine, les faces cachées. Merci à vous. Il est 8h52 et vous êtes bien sur RMC BFM TV.